Donc, j'ai étudié l'économie à l'université et puis j'ai commencé à travailler pour un cabinet qui s'impliquait dans des procès litigieux et on a fait des calculs des indemnités dues. Et je n'ai pas du tout aimé ce travail. Je n'ai pas du tout aimé le secteur de la finance traditionnelle, je dirais, avec de grandes banques qui ne se préoccupaient de la performance financière et surtout de la rentabilité et de leur propre salaire. Je n'ai pas du tout aimé. Donc, finalement, j'ai pris la décision de m'inscrire à une école supérieure. J'ai étudié le développement et la microfinance. J'ai rencontré la directrice de la SPTF, Laura Fuss, qui à ce moment-là, elle était directrice de la SPTF, mais elle était également professeure à l'université où j'ai étudié. Donc, je l'ai rencontrée et elle m'a offert un poste après. Et c'est par ce parcours que j'ai trouvé la SPTF et j'ai commencé en 2010. Surtout le lancement des normes universelles de gestion des performances sociales et environnementales. Nous les avons publiées pour la première fois en 2012 et cette année, c'est le 10e anniversaire. Et comme vous avez dit, on les actualise tous les 5 ans. Et je suis vraiment fière de ce document et à chaque fois que quelqu'un me dit, je l'utilise dans mon travail quotidien, ça nous a accompagnés avec nos décisions. Grâce à ce document, nous avons mis en pratique certaines manières de traiter des clients d'une façon plus responsable. C'est vraiment pour moi très motivant de savoir que le travail que je fais a un effet à travers le monde et aide les institutions et finalement les clients à avoir une meilleure qualité de vie. Donc voilà pour les hauts. Pour les bas, dans le secteur de la microfinance et surtout pour nous en tant qu'organisme à but non lucratif, il y a toujours des soucis de financement. Et est-ce qu'on va survivre d'une année à l'autre? Donc, je dirais que honnêtement, ce n'est pas. Est-ce qu'on va avoir assez de fonds pour continuer notre travail? Mais jusqu'à présent, ça marche et je suis vraiment contente d'être membre de l'équipe SPTF. Oui, et même avec nos clients, c'est bien utilisé. Ah, c'est génial. Pourquoi la protection des consommateurs est-elle importante, en particulier pour les femmes? Il est important de veiller sur la protection des clients parce qu'on a appris très malheureusement que la microfinance ne fait pas toujours du bien dans la vie des clients. On a au début pensé que si on offre des services de microfinance, on va faire du bien forcément. Mais nous avons appris que sans une bonne protection des clients, parfois, ces services financiers endommagent des clients au lieu de leur aider à atteindre leurs propres objectifs. Et les femmes sont les plus vulnérables en général, donc c'est encore plus important pour les prestataires de services financiers qui desservent des femmes de veiller sur leurs propres pratiques de protection des clients. Et s'il y a un problème, parfois les femmes se sentent moins capables d'exprimer leurs plaintes et leurs réclamations, parfois à cause de la culture ou à cause d'autres obstacles. Elles ont du mal à trouver des solutions à leurs problèmes, donc elles acceptent de mauvaises conditions, des mauvais services parfois. Donc, il est encore plus important dans ces cas que le prestataire de services financiers mette en place de bonnes pratiques de protection des clients pour s'assurer de ne pas nuire à ses clients. Et maintenant qu'on commence à introduire les services numériques, ça ajoute encore des choses en plus. Oui, il y a de nouveaux risques, effectivement. Donc, tous les risques qui existaient déjà sont toujours là. Donc, il ne faut pas laisser tomber les normes universelles. Toutes ces normes sont toujours très, très importantes. Et dans le document de base, il y a toutes ces idées d'une gouvernance engagée, d'un bon traitement des clients, de la protection des clients, de la gestion des plaintes. Et effectivement, dans le contexte de l'offre des services numériques, il y a encore des risques. Il y a des risques au niveau de, par exemple, le réseau des agents, comment gérer le comportement des agents à distance,
avec le partenariat, si on va trouver des partenaires de type varié, il faut avoir une bonne compréhension partagée de qui est responsable pourquoi. Et sinon, ce sont les clients qui vont souffrir parce que s'il y a une plainte ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, d'un coup, il est un peu moins clair qui va résoudre le problème. Donc, et aussi avec la transparence, c'est un autre élément important parce qu'avant, avec la finance classique, il était possible pour les clients de poser des questions s'ils ne comprenaient quelque chose. Mais maintenant, dans le contexte digital, parfois les prestataires de services financiers ne voient jamais leurs clients en présentiel. Donc, comment est-ce que ces clients-là vont poser des questions? Comment est-ce que le prestataire va s'assurer de la compréhension des termes et conditions des produits qu'ils offrent. Donc oui, il y a ces risques et c'est pour cette raison que nous avons entamé ce projet d'identifier des pratiques de gestion supplémentaires qui portent sur l'offre numérique. Comment élaborons-nous ces normes? Donc, ça commence avec une revue de tout ce qui a été déjà fait. Donc, beaucoup de nos partenaires ont fait beaucoup de recherches sur les risques, surtout. Donc, on a lu toutes ces études. Également, il y a d'autres qui ont publié des principes ou des orientations vers une finance numérique plus responsable. Donc, nous avons également lu tous ces documents. Mais finalement, on a constaté qu'il n'y avait pas de pratiques concrètes recommandées pour les prestataires de services financiers. Parfois, il y a des pratiques concrètes pour les investisseurs, par exemple, ou des idées pour les régulateurs. Mais pour des prestataires de services financiers, il n'y avait pas de normes universelles dans ce contexte-là. Donc, après avoir lu tous ces documents et toutes ces recherches, nous avons entamé un processus d'entretien. Nous avons interrogé des experts. Depuis l'été dernier, j'ai commencé ces entretiens. Maintenant, j'en ai complété à peu près 50. Et après avoir mené une vingtaine, une trentaine, j'ai commencé à entendre les mêmes idées. Donc, nous avons commencé la prochaine étape, ce qui était l'élaboration des normes. Donc, sur la base de toutes les informations partagées par les experts et tout ce que nous avons appris par rapport à travers la revue des documents, nous avons rédigé une version préliminaire des normes universelles et maintenant nous avons lancé un groupe de travail. Et ce groupe de travail se compose des experts, encore une fois, mais on se réunit sur Zoom et comme ça, nous pouvons ensemble lire les idées préliminaires que nous avons pour les normes et avoir des débats ou ajouter quelque chose et renforcer les idées que nous avons esquissées pour entamer la discussion. Donc, le travail continue avec le groupe de travail jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'en automne. Normalement, on va en finir et après, la SPTF sera en position de publier une version finale. Mais je tiens à préciser que comme c'est un contexte assez nouveau, comme le secteur est toujours en train une forme d'évolution, il faut que les normes également évoluent. Donc, on va les actualiser également. Et ça, le rythme de ce processus va un peu dépendre du contexte. On va voir. S'il sera important de le faire tous les ans ou peut-être tous les 2 ans, on va voir. Mais c'est sûr que le document qui va être publié à la fin de l'année, c'est la première version, mais pas la finale. Parce qu'en plus, la technologie évolue, change et tout. Et il faut toujours veiller sur les risques et les pratiques qui peuvent un peu nous aider à éviter ces risques. En général, on a basé les discussions sur les risques. Donc, quels sont les risques liés à la gestion des agents? Quels sont les risques liés au partenariat? Quels sont les nouveaux risques par rapport à la gestion des plaintes? Donc, j'ai organisé le document selon ces thématiques. Et dans chaque section, donc, par exemple, on a parlé de la gestion des agents au cours de la première réunion du groupe de travail. Il y avait une vingtaine de pratiques. Donc, on va trouver dans chaque section des idées précises sur chaque thématique. Mais pour
bien prendre connaissance du contenu, il faut lire le document parce qu'il est assez long. Mais nous avons eu les retours déjà de certains experts qui ont dit, bon, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à des principes encore, mais c'est vraiment comme le document est long. Nous avons vraiment réussi, j'espère, à mettre sur la feuille toutes les idées qui sont pertinentes. Et on est toujours en train, comme j'ai dit, avec le travail de finaliser ce travail, mais il y a beaucoup, beaucoup d'idées très, très concrètes dans le document. J'encourage tout le monde de le lire. Oui, et surtout, je suis contente d'entendre que vous avez parlé des réclamations, parce que c'est une grande contrainte, surtout pour créer la confiance. Et en Afrique de l'Ouest, par exemple, on a plusieurs entités. Ils n'existent plus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas du tout pensé ou mettre suffisamment de temps à réfléchir sur cet élément. Sur les solutions. Et je tiens à ajouter que nous avons parlé, donc avec les entretiens, j'ai commencé avec des experts, mais après un certain temps, après 2, 3 ou 4 mois, j'ai commencé également à interroger des directeurs des institutions financières. Donc, je leur ai dit, bon, les experts me conseillent qu'il faut faire telle ou telle chose, mais selon vous, est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est réaliste de demander les prestataires de services financiers à le faire? Donc, on essaie de trouver des solutions qui ne sont pas trop coûteuses, qui n'exigent pas des capacités professionnelles qui ne se trouvent pas normalement au sein d'une institution financière. Donc, on a vraiment essayé de baser nos recommandations sur ce qui est faisable sur le terrain. Selon les experts et vos discussions, quel est l'élément que vous pensez que sera le plus difficile pour les institutions financières en l'adoption des services financiers numériques? Oh, il y a plusieurs idées qui viennent. Donc, il y a, avec le partenariat, et toujours, l'histoire que j'entends, c'est qu'au début, tout le monde avait beaucoup d'espoir. On a dit, on va travailler ensemble, vous avez un produit qui va nous aider à mieux servir les besoins de nos clients. Et au fur et à mesure de la mise en œuvre du partenariat, il y a toujours des problèmes. Qui va résoudre ce problème? C'est la responsabilité de qui? Donc, même maintenant, on a une impression de la difficulté de ce genre d'activité. Je ne sais pas s'ils vont trouver facile ce chemin, il faut le suivre, mais toujours, j'entends des problèmes. Même si les partenaires ont de bonne foi, ils essaient vraiment de travailler bien ensemble, mais il y a toujours des choses qui arrivent et il est moins clair qui va les gérer et comment quand il y a plusieurs initiatives ou plusieurs organismes qui s'impliquent dans le processus. Donc ça, c'est difficile. Mais aussi la culture doit changer et parfois le personnel a du mal à s'adapter à la technologie ou se méfie un peu de la technologie. Donc il y a ce processus et même c'est vrai que les responsabilités changent. Donc peut-être avant, telle ou telle personne allait animer une réunion sur place, mais maintenant il faut faire autre chose pour desservir des clients et le personnel n'est pas toujours content de ces changements. Donc, c'est assez difficile. Et après, il y a la question de la cybersécurité. Donc, avant, on n'avait pas à y penser trop parce qu'il y avait des ordinateurs, bien sûr, mais pas des services numériques à grande échelle. Mais maintenant, avec cette grande échelle, il y a un risque énorme lié à la cybersécurité. Et parfois, ils ont du mal à comprendre l'investissement qu'il faut faire pour éviter des soucis dans ce domaine. Donc ça, c'est au côté finance, ça c'est le plus grand problème. Il faut vraiment investir dans un bon système de gestion de la cybersécurité ou sinon les données ne sont pas sûres. Exactement. Et on est toujours en processus avec le gouvernement d'établir les bonnes bases pour la protection des consommateurs. Donc, on a tous des choses à apprendre. Oui. Et on va avoir beaucoup de changements. Donc, les années qui arrivent, on va avoir beaucoup d'évolution dans ce secteur. C'est clair, oui. Si je me souviens bien, vous êtes en train de travailler plus prochement avec Saris. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça?
Oui, donc Cerise est un organisme à but non lucratif basé en France et on travaille avec Cerise depuis toujours parce que c'est la SPTF qui a développé, qui a élaboré et publié les normes universelles, mais c'est Cerise qui est expert en matière d'outils d'audit social. Donc, ils ont élaboré la première version du SPI et ils ont actualisé le SPI pour le mettre en phase avec les normes universelles en 2012, l'année où nous avons publié pour la première fois les normes universelles. Et avec chaque actualisation des normes universelles, Cerise est obligée d'actualiser le SPI 4. Donc, on travaille très, très étroitement avec eux, mais on a finalement vu les synergies. Donc, si on va demander aux bailleurs de fonds, par exemple, de nous soutenir, c'est vraiment le travail global qu'ils doivent soutenir. Il n'est pas logique de soutenir l'élaboration des normes universelles sans de soutenir également l'actualisation de l'outil social et nos ressources pour aider les institutions à mettre en œuvre ces pratiques sont pareils pour les ressources pour comprendre comment utiliser cet outil d'audit social, pour les ressources pour comprendre quelles sont les normes universelles. Donc, tout doit être harmonisé, en phase. Donc, finalement, c'est un peu plus efficace de le faire ensemble et comme ça, on va sur toute la chaîne d'activité qui commence avec la conception des normes et qui va jusqu'à la mise en œuvre des normes et jusqu'à l'évaluation du niveau de mise en œuvre avec l'outil SP4. OK. Encore une fois, on encourage tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui de poursuivre les normes qui vont sortir. Merci, Amélie. Merci à vous. Merci pour votre travail.